Les 5 anciens cachent d'énormes secrets. Leur contrôle sur le monde n'est sans doute pas dû à la bonne gestion, à de bonnes innovations ou à d'autres choses de bien. Non, sans doute pas. Mais à des expériences qui mènent en continu. Des expériences de contrôle de la population. Des expériences liées au gaz. Alors qu'eux-mêmes cachent leurs véritables formes qui sont dévoilées ici. Et surtout, les origines de cet homme. Saint Ethan Baron vit Nouzuro, le souverain légitime de Wano. Tout sera expliqué ici et maintenant les Nakamas. Et bienvenue sur RT les de One Piece. Et là, on est dans la 2e semaine de la pause d'Oda. C'est très long et du coup, on en profite pour faire une grosse théorie. On espère que ça va vous plaire. Nous, en tout cas, on n'en doute pas parce qu'on a mis tout notre cœur. Mais surtout, Oda, il reprend le 16 juillet. Donc, il y a de quoi encore attendre. Oui, allez, supportez, voilà. Ça va arriver. Oh, on est que... Oh, non, ça va... Ça risque d'être assez dur pour certains. Pour nous, c'est quand même assez dur, mine de rien. Et bon, on va reprendre tout One Piece sur Twitch dès lundi. Donc venez nombreux, venez. Le lien du Twitch est en commentaire. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 1, l'empereur de Wano. Wano est un lieu saint de One Piece. Durant des siècles, ils ont résisté aux envahisseurs venus de l'extérieur, venus du gouvernement mondial. Leur force n'était pas leur puissance, en tout cas pas en tout temps, mais leur forteresse. L'ensemble des murs qui ont été élevés autour de l'ancien pays. Les murs qu'Oden voulait à tout prix faire tomber. Mais tant de choses nous gênent avec cette histoire. Le gouvernement aurait pu débarquer sur place à tout moment, mais les Kozuki ont décidé une chose, rester sur place. Ils cachaient Pluton. Ils savaient bien que le gouvernement connaissait l'existence de Wano. Et tout ça car l'un des leurs était originaire de ce lieu, et pas n'importe qui. Une chose nous a toujours étonné lors de l'introduction de Wano, et surtout lors de l'introduction de Momo et de son histoire. Ses ancêtres étaient les shoguns de Wano, ce qui est assez normal parce que, en fait, Wano c'est le reflet du Japon de l'ère Edo. Le fameux Japon où les murs étaient fermés, où personne ne pouvait rentrer, et surtout où le shogun avait totalement le pouvoir sur place. Alors nous on s'est mis à attendre. On s'est mis à attendre une chose très simple, l'arrivée de l'empereur de Wano. Et oui, parce que le shogun n'a jamais été un empereur. C'est une sorte de premier ministre avec tous les pouvoirs, avec tous les sièges de ministres, qui décide de tout. Mais l'empereur au Japon n'a jamais été destitué en plus de 2000 ans d'histoire. Il n'a jamais perdu son titre. Il n'a jamais été usurpé même. Donc forcément, on attendait l'empereur. Et pourtant dans One Piece, ce fameux empereur n'est pas arrivé à Wano. Il n'est pas non plus arrivé à Onigashima. Il n'est même pas arrivé après la bataille. Il est arrivé nulle part. Mais alors, ça a une importance? Ou c'est juste une facilité d'Oda? Eh ben non, non et non, car Oda est un énorme fan d'histoire, et même s'il ne l'était pas, il est japonais. C'est une chose que tout écolier connaît, la lignée de l'empereur du Japon n'a jamais été brisée depuis plus de 2000 ans, encore une fois on le répète. Alors oui, Oda n'aurait pas pu se tromper sur ce sujet. Alors on le dit ici comme on l'a dit dans l'introduction. Cet homme, ce membre du Gorosei, c'est un ancien empereur de Wano. Et voici les preuves, les Nakamas. Pour que la théorie marche, il faut qu'ils soient tous immortels, et nous, on le pense. Ym est quasiment confirmé comme un être immortel. Ivankov semble le dire, et ses paroles sur Lily et le siècle oublié également. Le Gorosei, lui, doit forcément l'être également. C'est quand même la garde rapprochée d'Im-sama, ils doivent bien gagner quelque chose à l'aider dans son but. Et pour le coup, l'immortalité, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, dans la mini-story des Mads, qui se passe quand même il y a très longtemps, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années minimum, eh bien la maman de Webble était encore jeune. Et on voit très bien que la forme du Gorosei est exactement la même carrure, la même pilosité. Bref, ça marche très bien ici. Ensuite, pour faire simple, chaque personnage du Gorosei a un nom qui semble avoir une origine différente. Regarcia, ça sonne un peu espagnol. Marcus, plutôt romain. Warcury, ça sonne très nordique. En tout cas, nous on a l'impression et ça fait vraiment penser aux Valkyries. Shepard, ça fait vraiment américain. Et enfin Nazuro, eh bien ça sonne comme Zorojoro. Ça fait penser à Wano. Et enfin, on a une information très importante. Nazuro semble être un épéiste, ce qui n'est pas une information anodine. Et en plus, il faut avoir d'autres choses en tête. C'est une lame qui est une lame de renom. Et pour bien comprendre tout ça, il faut savoir qu'il y a 3 lames de ce type. Ce sont les sabres Kitetsu, ce sont des lames maudites. La troisième, de rang inférieur, est en possession de Zoro. La seconde a été forgée par Itetsu et a été la possession de Luffy durant quelques instants. Et la première, la plus puissante d'entre tous, car c'est celle du plus haut rang, n'a pas été croisée. Et oui, de plus haut rang, ça veut dire qu'elle est au même niveau que celle de Barbe Blanche, au même niveau que celle de Roger, et au même niveau que celle de Mihawk. Ce qui n'est pas mal du tout en soi. Mais leur histoire est très sanglante, et selon les légendes, elles tuent toutes les personnes qui rentrent en leur possession, ou alors toutes personnes qui ne sont pas capables d'étancher leur soif de sang. Et pour le coup, le seul croquis de ce sabre, eh bien il montre très bien qu'il ressemble au sabre de ce Nazuro en question. Cet homme possède bien une lame légendaire de Wano. D'ailleurs, ça prouve aussi que c'est un combattant, et pas des moindres, car il arrive à faire taire le démon de ce sabre. Et petit plus avec cette histoire, Kitetsu ça veut dire démon traître. Et pour le coup, ça correspond très bien à l'histoire qu'on se fait de cet homme.
Il y a plus de 800 ans de cela, Wano était un pays entièrement différent. Un pays guidé non pas par le shogun, mais par un empereur, issu d'une grande et fameuse lignée. Des épéistes d'une dextérité remarquable, mais surtout des sages. Tout ça jusqu'au jour où une personne est venue les voir, une personne sombre qui semblait vouloir changer le monde et détruire les royaumes actuels. L'empereur sur place était conquis, mais nombre de personnes importantes de l'île ne l'étaient pas du tout. Et ces personnes, ce sont les Kozuki. Malgré tout, la guerre eut lieu, et à la fin, Tsunesh fit une chose horrible. La vérité arriva aux oreilles des Kozuki, alors que l'empereur avait décidé de livrer Wano à cette nouvelle entité dont il était à la tête, le gouvernement mondial. Alors tous les clans de Wano se sont unis pour empêcher le retour de l'empereur, pour empêcher le gouvernement de prendre l'île, et celle-ci fut entourée de murailles. Le shogun devint celui qui veilla sur l'île et celui qui a fait propager la mémoire de Joy Boy à travers le monde. Tout ça sous forme de poneglyphes et tout en gardant Pluton. Évidemment, toute trace de l'empereur fut effacée pour ne pas tenter les habitants, alors que du côté du gouvernement, tout lien avec Wano fut nié. Personne ne voulait perdre la face. C'était l'histoire presque complète car il manque encore le lien avec Tsunesh, et ça, c'est la prochaine théorie des Nakama. Numéro 2, le crime de Tsunesh. Tsunesh est un éléphant remarquable de One Piece, un éléphant qui a une taille monumentale et qui semble avoir joué un rôle très important durant le siècle oublié. Oui, il a même connu le précédent Joy Boy, car il l'annonce. Ce battement de cœur, c'est le bruit des tambours de la libération, qu'il n'a pas entendu depuis plus de 800 ans. Mais qu'a fait Tsunesh? Pourquoi est-ce un crime? Et pourquoi a-t-il été condamné à porter des minks sur son dos? Eh bien, c'est lié à cet homme, toujours à cet empereur de Wano, à Naas Juro. Durant la Grande Guerre, les samouraïs étaient opposés aux minks, à ce peuple qui sera rejeté par le gouvernement mondial. Mais leur forme sous longue était bien trop puissante, et les affrontements finissaient souvent en leur faveur. Alors l'empereur a dû montrer sa puissance. Il a utilisé Tsunesh comme une arme. Il a forcé à détruire l'île de Zou, en tout cas l'ancienne Zou. Najuro l'a fait en utilisant le pouvoir d'une chose qui est toujours sur Wano, le pouvoir d'une arme antique, le pouvoir de Pluton, qui peut peut-être être contrôlé par Tsunesh, ou doit obligatoirement être déplacé par celle-ci. N'oubliez jamais que Tsunesh a débarqué à Wano en croyant que les frontières allaient tomber. Tsunesh attendait quelque chose sur place, mais ce n'est pas arrivé. Donc Tsunesh n'a rien fait concrètement et il est reparti. Ce qui montre clairement que Tsunesh attendait que les murs tombent et que Pluton soit libéré, parce que Tsunesh transporte Pluton. Tsunesh est une partie intégrante de Pluton, et Pluton ne peut fonctionner sans Tsunesh. Il attend clairement ce moment avec impatience, car tout simplement ce sera la fin de son péché, la fin de son attente. À l'époque, les Kozuki ont eu en horreur le sort des minks et ils se sont retournés contre l'empereur. Ils ont sauvé les rescapés minks, ils ont promis de tous les aider. Tsunesh, ne supportant pas son crime, prêta allégeance aux Kozuki, ceux qui avaient promis de réparer son erreur, et les ancêtres de Momo ont décidé du châtiment de celui-ci. Tsunesh devra errer dans ce monde jusqu'à la nouvelle guerre, et pour donner un nouveau foyer aux minks, il portera les vestiges de leur royaume sur son dos, ainsi que tous les minks survivants, les protégeant du gouvernement à jamais. Tel est le crime de Tsunesh, et enfin, la raison de son châtiment. Numéro 3, les formes démoniaques. Comme pour toutes nos vidéos théories, eh bien les dernières sont les plus courtes. Et là, ça va concerner la forme démoniaque des 5 anciens. Parce que oui, selon Sabo, eh bien cet endroit, c'est l'enfer sur Terre. Mais pour nous, ce ne sont que des faux du démon, mais des faux du démon assez puissants pour se dire que ce seront les derniers adversaires à battre dans ce monde. Et petite précision, nombre de ces théories nous sont venues en discutant avec un de nos Nakama, Bilex, et il a développé pas mal sur son Twitter. Donc n'hésitez pas à aller voir les Nakama, d'ailleurs c'est lui qui a fait certaines de nos miniatures. Bref, reprenons tout de zéro. C'est un Regarcia Saturne, c'est un personnage qui va très vite entrer en scène. Et d'ailleurs, il est déjà en route vers Egghead. C'est l'homme qui symbolise la science et le gouvernement. Ses pouvoirs doivent y être liés, alors que son nom Saturne, c'est l'équivalent de Chronos dans la mythologie. Mais ce Chronos, père de Zeus, ne contrôle pas le temps, non. Il mange juste ses enfants. Un monstre en soi. Mais on n'ira pas jusqu'à là pour Saint-Saturne, ne vous inquiétez pas. Pour nous, la forme de Saturne, eh bien c'est un sphinx. Et dans de nombreuses religions, eh bien ça symbolise la connaissance et la science. Mais on avoue qu'il y a mieux car Bilex a fait un lien avec un être très important de la mythologie. Un être des premières religions mésopotamiennes, les Lamassu, qui sont les gardiens des dieux. Mais aussi ceux qui ont apporté la technologie, la science aux habitants de la Terre. Et son illustration, forme Zoan ou hybride, est parfaite. Saint Marcus Mars est assez particulier. Il est quasiment le seul à avoir une vraie forme d'animal, une forme d'oiseau. Et si on poursuit sur le côté protecteur de Dieu, on irait sur le Garuda, tout simplement, qui n'était autre que la monture du dieu Vishnu. D'ailleurs, c'est le roi des oiseaux et ancien protecteur du char du dieu Soleil, du dieu Nika en soi. Ça pourrait cacher une histoire de traîtrise pour lui, qui aurait rejeté Nika pour aller du côté des cauchemars. Et la symbolique est très forte. S'il ne tire pas le char de Dieu, le char du Soleil, eh bien, c'est la nuit éternelle. Alors il faut quelqu'un pour ramener l'aube sur Terre,
l'aube sur le monde. Saint-Topman Warcury est le plus étonnant. Sa moustache devient une de ses armes et il attaque clairement avec. Et du coup, ça fait de sa forme l'une des plus complexes à interpréter. Bilex a fait une très belle illustration et penche pour le mercure. Mais pour nous, il n'y a pas tant de rapport que ça avec la justice. On resterait quand même dans la même veine et on parlerait plutôt de plomb ici. C'est un métal fortement utilisé dans le passé avant qu'on découvre sa toxicité. Et d'ailleurs, il était souvent utilisé pour les contrepoids des balances, le symbole ultime de la justice. Saint Shepard Jupiter, c'est Zeus lui-même. Oui, Jupiter, c'est l'équivalent de Zeus, le dieu du ciel, et sa forme ressemble pas mal au cri de Munch, tellement que ça fait flipper. Et là, on sèche totalement. On pencherait quand même pour un Logia, celui du ciel ou celui des nuages. Un rapport à voir avec Zeus en tout cas. Et c'est lui qui cacherait l'arme de Vegapunk autour d'une masse de nuages qu'il aurait créée lui-même. Et ça expliquerait aussi sa forme étonnante. Et enfin, le gros morceau de cette théorie, c'est Saint-Ethan Baron Nosjuro encore une fois. Il est indéniable que cet homme va se battre contre Zoro. Il a le sabre pour, et en tant qu'ennemi ultime de Zoro, il doit être vraiment très puissant. Même plus que ça, il doit être son opposé. Et le Zoan de la menthe religieuse est parfait pour ça. Là aussi, on pense comme Bilex. Tout concorde. Le fait que Zoro dit clairement qu'il n'a pas de dieu et qu'il ne priera jamais. Alors que la menthe religieuse, eh bien elle prie. L'un des cheveux et l'autre non. Et surtout, leur combat pourrait être majestueux. 3 lames chacun, ce sera la première fois que Zoro se bat avec un adversaire utilisant un style similaire. Ce serait le combat ultime de Zoro contre un Zoan éveillé. Numéro 4, l'air. Une chose nous a toujours surpris avec les dragons célestes, c'est leur peur de se mêler à la populace. Et oui, ils font tout pour ne pas avoir de contact avec eux, et surtout, ils veulent se sentir supérieurs. Tout ça à cause de leur sang de noble, mais le plus insignifiant, c'est leur obsession du scaphandre. Tous, et depuis très longtemps, portent sur leur tête une bulle, et tout un appareillage qui leur délivre de l'air qui a été directement puisé de Marie-Joie. Est-ce que c'est ridicule? Oui, c'est très ridicule. Mais en soi, Oda n'introduit jamais rien par hasard. Et imaginez que ça, ce n'est absolument pas du hasard, mais quelque chose qui est prémédité de longue date. On s'explique. Parmi le Gorosei, on a ce personnage, Saint Marcus Mars, qui est le dieu guerrier de quoi? Eh bien de l'environnement. C'est assez étonnant, mais ça veut dire quoi tout ça? Eh bien il contrôle la pollution sur le monde. Est-ce qu'il garde un œil sur la nature? Eh bien ici, c'est la qualité de l'air surtout qu'il regarde, et la qualité de l'air de Marie-Joie. Et pour une bonne raison, le gouvernement pourrait avoir empoisonné les habitants, leur faire inhaler des substances qui les contrôlent. En tout cas, une grande partie des citoyens y sont totalement sensibles. Ou même juste un produit qui réduit leur espérance de vie. Tout ça pour que personne ne passe sa vie à essayer de vaincre le gouvernement, alors que l'air de Marie-Joie est entièrement géré ici même par ce fameux ministre de l'Environnement. Numéro 5, la potion. Et pour la fin, comme d'habitude, une petite théorie loufoque. Vous vous rappelez le passage d'Alabasta où un groupe de personnes, de gardes, prennent une potion qui les rend hyper puissants? Leur but est de battre Crocodile avec ça, en sacrifiant leur espérance de vie. Hélas, Crocodile va les humilier en attendant sagement leur mort. Mais cette potion introduite à la va-vite, c'est pas le style d'Oda. C'est une potion qui semble être héritée du passé, être héritée des premiers temps de la dynastie. Et si elle avait été utilisée en grande quantité sur le champ de bataille en tant qu'ultime pouvoir? Ou alors même mieux, et si des êtres immortels l'utilisaient? Ils deviendraient alors imbattables sans mourir. Alors si c'était ça que les 5 anciens utilisaient et non pas leur fruit du démon, et qu'à chaque utilisation, ils devenaient de plus en plus inhumains. Ça peut paraître loufoque, mais ça peut aussi donner une justification à cette potion. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu avec toute cette théorie. Vraiment, il y a de quoi faire. Laissez votre avis en commentaire, vos propres théories, vos avis sur cette théorie. Et surtout, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qu'on sort petit à petit. Et on en sort pas mal en vrai. Les what if sont super intéressants ces temps-ci. D'ailleurs, il y a un what if qui arrive pour la semaine prochaine. C'est mercredi, on vous en dit pas plus parce que ça va être super intéressant. On a aussi d'autres vidéos comme les 33 choses à savoir sur One Piece en version sympathique. On a sorti pas mal d'autres théories les dernières semaines, tout s'affiche, donc allez voir tout ça. N'oubliez pas aussi le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on dit à la prochaine les Nakamas. À bientôt.